Je vais inviter les deux prochains orateurs à prendre la parole, mais avant un petit mot de présentation. Julien, très court, rassurez-vous. Julien Clarenne est professeur invité à l'UFC Louvain Saint-Louis Bruxelles. Il mène simultanément un postdoctorat portant précisément sur la responsabilité politique dans le cadre du projet de recherche globale des institutions en quête de confiance. Et si j'ai bien entendu, bientôt il partira pour un séjour de recherche dans un pays à peine plus grand que la Belgique, puisque c'est le Canada, si je ne me trompe pas. Et coordinateur de ce même projet, Mathias Selbermi est lui professeur en droit constitutionnel à l'UFC Louvain Saint-Louis et ses recherches portent notamment sur les mutations contemporaines du parlementarisme. Dans le cadre de leur exposé, ils reviendront sur les deux aspects collectifs et individuels de la responsabilité. Il s'agira d'aborder leur portée, leur acception, les confusions parfois, et ils tenteront dans ce cadre d'autopsier quelques idées préconçues. Primo, la responsabilité individuelle se fond-elle dans la recherche collective? Et secondo, la responsabilité individuelle serait-elle une fiction juridique? Mais après ce teasing, je n'en dis pas plus. La parole est à vous. Merci, magnifique président, je n'ai plus rien à dire. Voilà. Bon, merci beaucoup. Ça permettra de rattraper le temps. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais d'abord évidemment remercier les organisateurs. Donc c'est assez particulier parce que je fais partie des organisateurs, mais il faut quand même aussi pouvoir remercier ses collègues, puisque c'est un moment qui est important dans ce projet de recherche qu'on a déposé il y a quelques années auprès du FNRS. Et ça constitue évidemment une étape essentielle. Donc je voudrais les remercier aussi Fanny, Virginie, Elena, qui ont été les chevilles ouvrières de la construction de ce programme, de ces deux journées extrêmement riches qui nous rassemblent aujourd'hui. Alors, notre programme de travail à la base, je ne vais pas m'appesantir sur le projet évidemment, mais je voudrais juste le contextualiser. Et donc de contextualiser cette intervention, c'était de répondre à ce que nous identifions comme des impensés, y compris du droit constitutionnel belge, qui a le défaut d'être souvent accaparé par les problèmes de l'État fédéral, le développement formidable des droits fondamentaux, et qui, à notre estime, oubliait toute une série de thématiques relevant du droit politique, qui est aussi parfois moins scruté parce qu'il n'y a pas d'intervention des juridictions. On connaît les difficultés épistémologiques à ce niveau-là. Alors qu'on est dans un contexte où il y a une forme de déficit de responsabilité, en tout cas ressentie comme celle, qui peut elle-même alimenter un déficit de confiance, et même des règles juridiques qui, parfois, ça a été brillamment exposé ici, peut forcer la confiance ou permettre de gouverner sans confiance et à ce moment-là aussi nourrir la méfiance. Et donc l'idée était de proposer une approche qui se voulait interdisciplinaire et comparée pour essayer d'alimenter aussi les éléments de droit constitutionnel belge permettant de mieux conceptualiser ces enjeux de confiance et de responsabilité politique. Alors ici, on est le vendredi après-midi, donc on va avoir un exposé moins conceptuel, c'est le menu qu'on nous a donné, donc plus terre-à-terre, si j'ose dire, plus de droit positif, puisqu'on a eu les autres exposés qui ont permis de donner un peu d'épaisseur à cela. Simplement pour, et effectivement, le président l'a bien... Effectivement, ça ne marche pas. Non, c'est pas que... voilà. L'a bien précisé, c'est qu'on est en Belgique, on le sait tous ici, dans un régime parlementaire qui se caractérise par, évidemment, la responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée parlementaire, mais responsabilité politique qui se traduit de multiples manières, par de multiples mécanismes, et on n'a malheureusement pas l'exposé de droit comparé qui devait introduire ce panel, mais il aurait certainement dit que, puisqu'il est allemand en plus, qu'il y a plusieurs types de mécanismes permettant de mettre en œuvre la responsabilité politique, et il y a notamment une classification entre des États qui ne prévoient que des mécanismes collectifs de mise en œuvre de la responsabilité politique, et d'autres États, et la Belgique en fait partie, et ils sont minoritaires, qui à la fois prévoient des mécanismes permettant de provoquer la démission individuelle ou la démission collective de ministres. Et donc, là, ça ne veut pas dire évidemment, et il y a toute une série d'éléments de nuances qu'il faut apporter, qu'il n'y a pas de responsabilité individuelle dans la première famille d'États, mais il y a en tout cas des particularités qui, nous semble-t-il, doivent être examinées et qui ne sont pas suffisamment conceptualisées dans la seconde famille d'États, celle dont l'État belge et les entités fédérées font partie. Alors effectivement, le président l'a bien dit, puisqu'il a lu notre contribution auparavant, il y a, quand on voit la recherche classique, ou même la manière dont on enseigne en droit constitutionnel ces questions de responsabilité politique, souvent
caricature ici, on est à l'oral, le texte est évidemment plus nuancé, mais une manière très classique de passer du temps à décrire de manière très technique ces règles relatives à l'adoption des motions de méfiance, ou rejet des motions de confiance, etc., de passer un certain temps à le faire, et puis immédiatement d'exprimer un regret par rapport à ces règles que l'on vient de décrire, donc un rapport très ambivalent par rapport à l'externe, une sorte d'attitude un peu désabusée en disant qu'au fond, il y a un écart tel entre les règles et la pratique et vous avez ici effectivement deux manières très classiques dans la doctrine de répondre à ça, que finalement il n'y a pas vraiment de responsabilité individuelle parce qu'elle se fond dans la responsabilité collective du gouvernement. C'est une citation textuelle de Francis Delpéry, qui était là hier, mais aussi, et c'est aussi une citation qu'on retrouve très souvent aussi dans la doctrine, de dire que la responsabilité individuelle est une fiction juridique. C'est notamment ce que disait un hommage à nos liégeois, qui sont très nombreux, François Perrin, qui est aussi très fort cité, dans un contexte que je vais rappeler par après. Alors, évidemment, et je vais rebondir sur ce qui a été dit et rebondir sur ce qui a été dit à l'intervention précédente. Évidemment, on ne mesure pas l'effectivité de ces règles de responsabilité politique en fonction du nombre de fois que des gouvernements tombent parce que la confiance n'a pas été accordée ou la méfiance a été adoptée. Ça a été extrêmement bien dit. Il y a toute une série d'autres techniques, des méthodes de responsabilité politique, pour reprendre l'expression qui a été employée, et donc qui montre bien que à la fois la responsabilité politique est une question graduelle, même s'il y a des ambiguïtés juridiques, parce qu'à côté de ça, on a une confiance qui, elle, est envisagée sur un mode binaire. La confiance est accordée inconditionnellement ou elle est retirée, mais toute une série de techniques qui vont bien au-delà de cette question de la méfiance ou de la confiance, et aussi l'importance de voir que ces techniques, elles coexistent, qu'elles mettent en évidence le rôle central du Parlement, et aussi la question de la menace qui, ça a été dit, qui est extrêmement forte et peut être tout à fait efficace dans le fait de l'utiliser, plus que dans l'utilisation en tant que telle de ces motions de méfiance qui peuvent être utilisées. Donc c'est de dire qu'il y a néanmoins, malgré ces lieux communs qu'on peut voir, une forme de réalité de cette responsabilité individuelle. Il n'y a pas, ces dernières années, on ne vit pas dans des séquences, c'est un peu cyclique, où il y a des démissions collectives de gouvernement qui sont fréquentes. Par contre, il y a, encore dans la précédente législature, un très grand nombre de démissions individuelles qui ont eu lieu de ministres. Et dans une série de ces cas, on sait qu'en droit politique, on se nourrit aussi d'une série de cas qu'il faut analyser, toute une série de manières de mettre en lumière des principes de responsabilité politique. Et donc c'est un peu ça qu'on vous propose dans cette orale. On va essentiellement faire un teasing d'un écrit qui sera fort long, mais de dire que ce qu'on va chercher à faire, c'est un peu de prendre au sérieux la réalité constitutionnelle belge, de dire il y a à la fois une responsabilité collective et une responsabilité individuelle, et de discuter au fond de ce lieu commun qui, comme beaucoup de lieux communs, ont leur part de vérité, mais qui aussi doivent être déconstruits sur une série de choses. Je me permets d'accélérer un peu, puisque je vois que, un peu comme mon prédécesseur, je ne suis toujours qu'à l'introduction, donc je vais... Et donc, l'idée, effectivement, ça ne marche pas très fort. Voilà, non. Voilà. C'est donc de partir de ces deux lieux communs et de voir toute une série de règles juridiques qui peuvent alimenter ces questions de lieux communs et qui elles-mêmes alimentent un déficit de conceptualisation en droit constitutionnel. Alors, on en a relevé, donc dans les deux grands lieux communs qu'on voit, on propose d'en examiner 6 pour le premier et 4 pour le second, mais on sait très bien qu'on ne va pas tout faire puisqu'on a un président de séance extrêmement sévère. Mais d'abord, vous parlez dans ces lieux, un peu pour contextualiser d'abord, un élément plus historique, qui est de rappeler, et notamment pour les personnes qui ne sont pas... qui connaissent moins l'histoire de Belgique et l'histoire du droit constitutionnel belge, d'abord dire que si la Constitution de 1831 continue à consacrer la responsabilité individuelle, c'est parce qu'elle est ancienne. Et dans cette Constitution de 1831, on ne consacrait pas la collégialité du Conseil des ministres. Une vision d'une monarchie dualiste avec un article 106 de la Constitution qu'on connaît tous bien qui... les Belges en tout cas, qui consacre la règle du contre-seing ministériel des actes du roi et qui utilise le singulier, pas de manière accidentelle, mais précisément parce qu'il y avait une volonté de ne pas créer un organe collégial distinct
du roi et qu'il y avait une sorte de rapport personnel du roi avec chacun de ses ministres dans l'exercice du pouvoir exécutif. Très paradoxal par ailleurs parce que dans les premiers mois de son existence, l'État belge était gouverné par des organes collégiaux. Mais quand la Constitution est adoptée, on renonce à ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est dans toute une série d'auteurs très classiques du droit constitutionnel, ont associé cette non-consécration d'organes collégiaux à une volonté d'affirmer la responsabilité politique des ministres. Je cite notamment Orban, encore pour faire un hommage à nos amis liégeois, qui ont une grande tradition de droit constitutionnel. Je le cite, mais de manière limitée. La pluralité dans l'exécutif a surtout le défaut de diminuer ou de détruire la responsabilité. Il devient impossible, au milieu d'accusations mutuelles, de déterminer sur qui doit tomber le blâme ou la punition. Chacun les repousse sur l'autre, avec tant d'adresse et avec des apparences si plausibles que l'opinion publique reste indécise sur l'auteur véritable. On disait ça il y a 100 ans. On pourrait peut-être le dire encore à un certain moment, évidemment, avec toute une série de nuances, mais c'était une manière de justifier, au fond, cette absence de collégialité, en tout cas reconnue dans les textes de la Constitution, avec un principe de responsabilité. Et lorsque, progressivement, s'est imposée l'idée qu'une série de décisions, les décisions politiquement importantes, devaient être délibérées en Conseil des ministres, il y a encore eu toute une série de résistances, une série d'auteurs très prestigieux. Je ne vais pas ici tous les citer, notamment parce qu'ils ne sont pas liégeois, mais Gansov, Van der Merch ou Molitor, je ne sais pas d'ailleurs qui ils sont, qui, justement, voyaient presque d'un mauvais œil, enfin, de manière nuancée évidemment, mais mettaient en parallèle cette montée en puissance du Conseil des ministres avec une forme de dilution des responsabilités, avec une responsabilité individuelle qui devient relativement introuvable. Alors on sait que cette évolution, cette place prise par le Conseil des ministres, c'est une évolution qui s'est faite en marge des textes, par ce que le collègue Hugues Dumont, qu'on aura l'occasion de présenter tout à l'heure encore, reprendre la notion de convention de la Constitution pour expliquer cette évolution en marge des textes qui ne se concilie pas précisément avec les textes de la Constitution qui envisageaient cette responsabilité individuelle. Ce qui est intéressant, c'est que même lorsque l'on a consacré les institutions fédérées, il a fallu écrire en partant de zéro, et donc là avec un droit très écrit, les institutions des communautés des régions lorsqu'elles ont été mises en place. Même si on est 150 ans après la Constitution, même s'il y a eu déjà cette évolution dans un rôle collégial plus fort du Conseil des ministres, on a à la fois consacré de manière plus explicite la collégialité des décisions gouvernementales et en même temps affirmé de manière tout aussi explicite qu'il y avait une responsabilité tant individuelle que collective du gouvernement. Quand on compare les textes, c'est assez marquant la manière dont c'est davantage explicité pour les entités fédérées et la mise en place, je reviendrai dans quelques instants, de toute une série de mécanismes permettant d'engager les deux, la responsabilité collective et la responsabilité individuelle. Ce qui, à la fois, montre qu'il y a une volonté, malgré tout, de conserver ces deux dimensions, cette double dimension de la responsabilité individuelle, mais une volonté qui n'est jamais théorisée, tant dans les textes des différents travaux préparatoires ou dans une grande partie de la doctrine juridique, ni pour les entités fédérées, ni par l'autorité fédérale, avec toute une série de questions que je ne vais évidemment pas aborder ici de manière exhaustive, qui restent non résolues, notamment de savoir à partir de quand commence la responsabilité d'un ministre par rapport à des décisions qui sont prises collégialement, est-ce que il doit, enfin jusqu'où il doit les endosser, etc., avec toutes des techniques, mais je ne veux pas rentrer dans les détails ici, permettant, excusant parfois une forme de déresponsabilisation à ce niveau-là. Alors ça, c'est un premier élément qu'on voulait vous présenter, de montrer donc ce paradoxe un peu qu'on peut observer à la fois dans cette montée en puissance de la collégialité, dans ce maintien de la responsabilité individuelle, et paradoxe aussi qui s'accompagne dans le fait que, je ne rentre pas aussi dans les détails à ce niveau-là, on est encore, je rebondis aussi sur l'intervention précédente, dans une logique où la confiance est essentiellement accordée collectivement. Il y a des modes très subsidiaires d'élection individuelle ou de confiance individuelle des ministres, mais donc une confiance très, très collégiale et malgré tout une responsabilité individuelle qui reste affirmée. Deuxième élément, je vais... Oula, voilà, j'ai appuyé trop fort, ça devait arriver, comme ça vous voyez toute la suite, c'est encore pire que ce qu'a fait le président. Deuxième élément, je vais aller très rapidement là-dessus, puisque précisément on a tendance à parler trop de ces règles de parlementarisme rationalisé, donc juste quelques éléments. Dire, un, que précisément quand on a
quand on a révisé la Constitution en 1993 et modifié le règlement de la Chambre dans la foulée, il y a eu une volonté de s'intéresser uniquement à la responsabilité sur le plan collégial. Ça a été dit aussi hier, parce que la volonté, c'était de favoriser la stabilité, et donc un désintérêt pour la responsabilité individuelle à ce moment-là, qui a été laissé dans la coutume, avec certains auteurs assez minoritaires qui considèrent que dès lors les ministres ne doivent plus démissionner s'ils sont mis en cause de manière individuelle, et même un flou dans les pratiques politiques. Il y a encore eu des polémiques. Je pense notamment, j'y reviendrai sur le cas d'une ministre des Affaires étrangères qui avait délivré des visas qui ont été jugés inopportuns, avec, quand ces motions de méfiance sont déposées, encore un flou sur est-ce que ça entraîne, oui ou non, en tout cas dans les autorités politiques, la démission du gouvernement. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu un oubli presque, en tout cas on a laissé pour compte, on va revoir les travaux préparatoires, c'est simplement parce qu'à un moment un parlementaire soulève la question de oui mais qu'est-ce qui se passe pour la responsabilité individuelle, c'est un des seuls moments où on l'évoque par rapport au parlementarisme rationalisé au niveau fédéral. Au niveau des entités fédérées, on a notamment eu, sans rentrer dans les détails, mais en particulier la technique de la motion de méfiance constructive, donc la motion de méfiance individuelle dans les entités fédérées belges doit d'office être constructive, c'est-à-dire qu'on demande à des parlementaires, y compris parfois des parlementaires de l'opposition, de devoir désigner un ministre du même parti, idéalement, que celui dont il retire la confiance, et de dire il sera peut-être mieux que l'autre, même si on ne l'a quand même pas, parce qu'il est quand même dans la partie de la majorité. Bref. Mais donc, cette technique qui est très particulière et qui a été critiquée dès l'origine, en réalité, elle a tendance à être contournée, en tout cas, il y a un précédent très marquant en 2017, par l'invocation de la responsabilité collective. Si vous voulez mettre en cause la responsabilité d'un seul ministre, pour éviter de devoir proposer un successeur, il vous reste la possibilité de demander la démission de l'ensemble du gouvernement, moins le successeur que vous voulez voir partir. Ça a été admis par les services du Parlement wallon, et donc c'est à nouveau une responsabilité collective qui vient remplacer une forme de responsabilité individuelle, en tout cas des frontières qui sont floues à ce niveau-là. Troisième élément, mais je ne vais pas l'aborder puisque je pense qu'il y a une certaine politesse quand on accueille des étrangers de ne pas parler de Bruxelles et des institutions bruxelloises, aussi pour la traduction, je ne sais pas comment on dit COCOM en anglais, mais donc je vais directement passer à l'élément d'après, mais il y a aussi évidemment dans la cohabitation des régimes de responsabilité politique des éléments à dire sur les institutions bruxelloises. Troisième élément, toujours en termes de responsabilité individuelle, on l'a dit tout à l'heure, ça suppose l'imputation, ça a été bien rappelé tout à l'heure, et quand on remarque aussi dans toute une série de règles de droit constitutionnel, elles ont été parfois justifiées par cette logique d'imputation, notamment la limitation du nombre de membres du Conseil des ministres à 15, quand on voit dans les travaux préparatoires, il y a clairement une volonté d'éviter la dilution des responsabilités, et dans l'idéal d'avoir une administration qui se divise en 14 départements, avec chaque fois un ministre à la tête de chaque département. Comme ça, on fait le lien très direct entre des responsabilités administratives et des responsabilités ministérielles. Alors, on est resté sur ce chiffre malgré les évolutions des compétences fédérales. Il y a eu 2 réformes de l'État par ailleurs. Et par ailleurs, rien ne garantit qu'en réalité, ce schéma est suivi lorsque les compétences se répartissent entre les membres du gouvernement, puisqu'il y a une autonomie à ce niveau-là. Donc, même si vous avez un nombre qui correspond à des départements ministériels, rien ne dit qu'il va avoir une subdivision qui suit ça. Le meilleur exemple est l'exemple flamand, puisque là, vous avez vraiment une référence dans la composition et dans la répartition des portefeuilles ministériels au niveau flamand à ces subdivisions administratives. Et quand vous voyez les différents gouvernements flamands, enfin, en tout cas, quand il y avait des gouvernements flamands, il y a très souvent une non-coïncidence entre les structures de l'administration flamande et le gouvernement flamand. Et puis, il y a parfois des cas aussi où c'est le droit constitutionnel lui-même qui organise la double casquette, la codécision et donc les difficultés d'imputation des décisions politiques. Le meilleur exemple étant la COCOM, mais fidèle à ce que j'ai dit il y a quelques instants, je ne vais pas développer ce que dit la COCOM, puisque à nouveau on a cette difficulté de traduction. Quatrième élément, et je vais après laisser la parole à Julien Clarenne, paradoxalement, puisque c'est moi qui vais ici parler de droit parlementaire, ce qui est plutôt sa spécialité, puisqu'on a une série de praticiens devant nous, mais simplement d'évoquer, il y a toute une série d'outils du droit parlementaire aussi qui s'inscrivent dans une manière d'éviter
d'éviter la question de la responsabilité individuelle en posant des questions de responsabilité collective. Parmi ces techniques, on prend ici à l'oral l'exemple de la motion pure et simple, puisqu'on a eu encore le cas, mais le cas est assez classique, notamment à nouveau dans cette affaire de ministre des Affaires étrangères sur la délivrance de visa, où la motion de pure et simple, qui est une motion, la motion pure et simple, pardon, qui est une motion qui est adoptée notamment au terme d'une interpellation, permet de passer à la suite de l'ordre du jour des travaux, et elle a l'avantage d'avoir la priorité, notamment sur les motions de méfiance qui peuvent être déposées. Et elle entraîne leur caducité si vous adoptez une motion pure et simple. Alors, derrière ces techniques du droit parlementaire et de la maîtrise de l'ordre du jour, la force de ce type de motion, c'est d'éviter de se prononcer sur la question de la responsabilité. Et notamment là, quand vous avez une motion déposée par des groupes de l'opposition, de permettre à des parlementaires de la majorité qui sont parfois réticents au fait de soutenir cette personne de la majorité, mais dont ils estiment que leur comportement était fautif, en tout cas plus de nature à entraîner leur confiance, de pouvoir ne pas se prononcer sur la confiance, mais simplement passer au point suivant de l'ordre du jour. Ici, c'était particulièrement fort puisqu'il y avait une volonté de lier le sort d'un ministre au sort du gouvernement de manière générale, alors que ce qui était reproché était des éléments qui relevaient de la responsabilité individuelle et non pas, à l'évidence, des affaires générales, donc de la responsabilité collective. Mais toujours est-il que ce type de technique, la motion pure et simple et d'autres, permet notamment, et c'était très marquant dans cette séquence, à des parlementaires de pouvoir éviter la question de la responsabilité tout en disant je n'ai pas, j'ai voté la motion pure et simple, mais je n'ai pas confiance dans la ministre une telle qui, je ne la cite pas pour ne pas nuire à ses chances d'avoir un portefeuille intéressant, mais de ne pas soulever la question de la confiance et malgré tout de ne pas mettre en cause la cohésion du gouvernement à ce niveau-là. Julien va passer, je crois, un cinquième. Attention, ça marche. Oui. Merci Mathias. Mathias que vous aurez le plaisir de retrouver dans quelques instants, même si il a déjà largement épuisé son temps de parole. Je passe donc à un cinquième point d'attention pour comprendre l'articulation entre les dimensions collectives et individuelles de la responsabilité. Et cela concerne ici la question du rapport entre la responsabilité du Premier ministre et la responsabilité gouvernementale. Alors, en droit constitutionnel belge, la fonction de Premier ministre est montée en puissance au fil des ans et le Premier ministre est devenu une sorte de personnification du gouvernement devant le Parlement. Le Premier ministre est véritablement le représentant du gouvernement devant la Chambre des représentants, que ce soit que l'on pense à la déclaration gouvernementale, lorsque le Premier ministre prononce la déclaration gouvernementale, lorsque il prononce son discours annuel sur l'état de l'Union, ou encore lorsque, quotidiennement, il répond aux questions parlementaires. Point intéressant d'ailleurs, les questions parlementaires, puisque les réponses qu'il donne aux parlementaires ne sont pas délibérées, ne sont pas préalablement délibérées en gouvernement. Alors, autre indice de ce rôle de représentant assumé par le Premier ministre, c'est le fait que c'est le Premier ministre qui est compétent pour poser la question de la confiance du gouvernement devant le Parlement. Mais probablement l'élément le plus marquant, le plus intéressant sur l'articulation entre responsabilité du Premier ministre et responsabilité du gouvernement, c'est le fait que la démission du Premier ministre emporte la démission du gouvernement, pour autant qu'il soit de plein exercice. Ainsi, on a l'exemple de Herman Van Rompuy en 2009 qui a démissionné pour siéger en tant que président du Conseil européen. Et cette démission a emporté la démission de l'ensemble du gouvernement. Cela signifie que le successeur au Premier ministre, en l'espèce Yves Le Terme, a dû composer un nouveau gouvernement, quand bien même il s'agissait des mêmes ministres que dans le gouvernement précédent, et redemander la confiance à la Chambre. Alors, notons, et c'est intéressant pour montrer l'inconsistance parfois du droit constitutionnel sur cette question des rapports entre dimensions individuelles et collectives de la responsabilité, que cette règle selon laquelle la démission du Premier ministre vaut démission du gouvernement ne vaut pas nécessairement au niveau des entités fédérées.
ainsi, il y a des règles différentes pour encadrer la responsabilité des ministres-présidents au niveau des communautés et des régions, qui donc peuvent être distinctes des règles qui vont contribuer à engager la responsabilité du gouvernement fédéré. Alors, dernier élément intéressant sur ce point du rôle du Premier ministre et de ses rapports avec la responsabilité collective ou individuelle, eh bien, c'est que le Premier ministre est le maître de la solidarité ministérielle. C'est à lui qu'il revient d'activer la solidarité ministérielle, de faire jouer en principe la solidarité ministérielle. Et une nouvelle fois, cela s'est traduit dans certaines règles constitutionnelles, notamment le Premier ministre, je l'ai déjà dit, est le seul à pouvoir poser la question de la confiance pour le gouvernement, mais il est également le seul à pouvoir poser la question de la confiance à l'égard des ministres individuellement. Et le Premier ministre est également celui qui a la main sur le pouvoir de révocation des ministres. Et à côté de ces pouvoirs formels, poser la confiance, contribuer à la révocation d'un ministre, eh bien le Premier ministre joue un rôle aussi au quotidien, en pratique, en intervenant ou non en soutien d'un éventuel ministre en difficulté. Alors, un dernier point maintenant, toujours pour illustrer cette relation complexe entre responsabilité politique collective et individuelle, eh bien, il concerne ce dernier point les implications collectives de la démission individuelle. Il y a deux volets à ces implications. Il y a la question des implications de la démission individuelle sur la composition du gouvernement, sur la composition des exécutifs. En effet, le départ d'un ministre individuellement eh bien, peut se heurter à certaines règles de composition. On pense par exemple à l'exigence de parité linguistique au niveau fédéral, à l'exigence qui peut exister également d'un nombre fixe de ministres au sein d'un exécutif ou encore aux règles en matière de quotas de genre. S'il n'est pas remplacé, dans ce cas-là, le retrait du ministre individuel eh bien, peut avoir des effets, des implications sur le collectif. Deuxième volet de ces implications collectives de la démission individuelle, cela concerne ici les implications sur le fonctionnement du gouvernement. Si le ministre concerné par la démission est le seul représentant de son parti, le seul représentant du parti membre de la coalition gouvernementale, eh bien alors, il y a une possibilité qu'il y ait un véritable enjeu de responsabilité collective, en particulier si le retrait de ce ministre individuel emporte une perte de la majorité de la coalition gouvernementale. Alors, c'est intéressant parce que le droit constitutionnel sur ces différentes questions n'offre pas de réponse très claire quant aux conséquences de ce retrait individuel. Est-ce que la démission individuelle du ministre emporte la démission collective? Est-ce que la démission individuelle du ministre emporte une obligation d'expédier les affaires courantes? Et si oui, cela concerne-t-il uniquement les compétences du ministre démissionnaire ou l'ensemble des compétences de l'ensemble du gouvernement? Alors, en conclusion de cette première partie, on voit donc que l'image selon laquelle la responsabilité individuelle se fond dans la responsabilité collective, si elle a une certaine réalité, elle est particulièrement réductrice. Et elle donne une perspective donc incomplète de la réalité des rapports entre les deux dimensions de la responsabilité. Or, l'hypothèse que Mathias a formulée en début d'intervention, c'est que le déficit de compréhension, le déficit de théorisation de cette articulation entre responsabilité collective et individuelle, eh bien, il forge le terreau idéal pour considérer qu'il y a un affaiblissement de la responsabilité politique individuelle. Et cela ouvre eh bien, la porte à toute une série de pratiques d'exonération de la responsabilité individuelle qui sont tantôt rendues possibles par les règles du droit constitutionnel, tantôt
rendu possible par les zones d'ombre qui subsistent dans le droit constitutionnel. Et donc, dans le temps qu'il nous reste ou qu'il ne nous reste pas, nous allons nous intéresser à ces différentes pratiques, à 4 pratiques d'exonération de la responsabilité politique individuelle et voir comment le droit constitutionnel les encadre. J'ai l'impression que donc... C'est-à-dire que j'ai utilisé mon temps de parole, mais donc si vous avez une question sur la responsabilité pour autrui, ça me ferait plaisir. Mathias était censé donc présenter en long et en large cette première pratique d'exonération et la règle qui lui est donc sous-jacente, à savoir reporter sur l'administration la responsabilité du ministre. Mais évidemment, il y a ce principe de la responsabilité pour autrui qui est particulièrement ancré en droit constitutionnel belge. Donc je laisserai Mathias profiter de son temps de réponse pour compléter sur ce point. Alors, une deuxième pratique d'exonération, elle consiste à reporter sur le prédécesseur la responsabilité d'une éventuelle faute ou action politique. Alors, cela pose évidemment la question de l'existence ou non d'une responsabilité politique posthume. Cette expression appartient à Olivier Beau et nous la faisons nôtre parce qu'elle est particulièrement intéressante. Alors, traditionnellement, il faut le dire, la doctrine constitutionnelle exclut cette hypothèse. Le fait de sortir de charge pour un ministre signifie qu'il devient ancien ministre et qu'il n'a plus de responsabilité politique à endosser. Et cela s'explique parce que la responsabilité est la contrepartie d'un pouvoir politique et le fait de restituer ce pouvoir libère a priori le dépositaire de ce pouvoir de toute responsabilité. Alors, cette vision repose toutefois, selon nous, sur une conception restrictive de la responsabilité politique, limitée, comme on l'a déjà évoqué, à la seule hypothèse de la sanction par la démission. Bien sûr, on ne peut pas matériellement retirer à un ancien ministre un mandat qu'il a déjà quitté, mais on peut matériellement lui demander de continuer à rendre des comptes de ses fonctions antérieures, pour autant qu'il en soit encore capable. Alors, il y a à cet égard deux phénomènes paradoxaux qui peuvent être adjoint à cette responsabilité politique posthume. Elle peut à la fois jouer comme facteur de restriction de la responsabilité et comme facteur d'extension de la responsabilité. Facteur de restriction de la responsabilité, comme je viens de le dire, parce qu'un ministre peut considérer qu'il n'est pas responsable des dysfonctionnements qui ont été causés par l'action d'un ancien ministre et donc va reporter sur celui-ci la charge de ces politiques antérieures. Mais l'autre versant, c'est évidemment l'idée d'une extension de la responsabilité politique avec une possibilité pour le Parlement de demander des comptes à la fois au ministre en fonction et de compléter son information en convoquant l'ancien ministre, pour autant une fois encore qu'il soit encore en vie. Mais cette pratique n'est pas purement un cas d'école, n'est pas purement théorique, elle est existante en particulier à travers le recours aux enquêtes parlementaires. Il y a toute une série d'enquêtes parlementaires qui permettent de convoquer devant la Commission des anciens ministres et parfois même dans les rapports d'enquête de pointer la responsabilité politique de ces anciens ministres. Alors, dans la continuité, une troisième pratique consiste à dire que l'on n'a plus de compte à rendre parce que l'on est démissionnaire. Alors vous allez comprendre la distinction avec le cas précédent, puisque ici, le ministre est démissionnaire, mais est encore en mandat, a encore un mandat à exercer. La particularité ici, c'est qu'il y a une règle, c'est l'impossibilité de faire démissionner des ministres démissionnaires, des ministres d'un gouvernement démissionnaire. L'idée est que on ne tire pas sur l'ambulance et on tire encore moins sur les cadavres qui sont dedans. Alors la particularité ici, comme j'ai dit, c'est que ce ne sont pas tout à fait des cadavres, mais ce sont plutôt des morts vivants. Oui, des morts vivants, puisqu'il y a une différence entre l'ancien ministre qu'a évoqué précédemment et le ministre démissionnaire. Dans les deux cas, le ministre n'a plus la confiance.
Mais dans le second cas, le ministre est encore dépositaire d'un certain pouvoir et donc d'une certaine responsabilité. On voit donc que le droit constitutionnel déconnecte la question de la confiance et la question de la responsabilité avec la question de savoir, dans ce cas-là, c'est quoi être responsable sans confiance. Et ici, sur cette question, le droit constitutionnel apporte des réponses contradictoires, évolutives, mais je sens beaucoup de pression à ma gauche. Et donc... Ah non, vas-y. Ok, très bien. Donc, l'une de ces illustrations de cette incohérence, de ces contradictions qui peuvent exister dans le droit constitutionnel, c'est le fait que, initialement, on a considéré qu'un ministre démissionnaire ne devait pas répondre aux questions posées en séance plénière. Alors, cette pratique a évolué, on considère désormais qu'il est tout à fait apte à répondre aux questions, mais un obstacle demeure dans le contrôle des ministres démissionnaires, c'est le droit d'interpellation. On ne peut pas interpeller un ministre démissionnaire, c'est en tout cas clairement expressément explicité dans le règlement de la Chambre, qui prévoit que lorsque la démission d'un gouvernement, du gouvernement fédéral est acceptée, eh bien, toutes les interpellations pendantes et toutes les motions y afférentes deviennent caduques. Alors, elles seront, en pratique, transformées en questions orales, démontrant ainsi l'évolution de la pratique parlementaire. Alors, on peut s'interroger sur ce choix, en particulier par le fait que les enquêtes parlementaires, qui sont un moyen de mise en jugement particulièrement exceptionnel, eh bien, sont quant à elles possibles à l'égard d'un gouvernement démissionnaire, sont quant à elles toujours possibles dans une période d'affaires courantes. Et d'ailleurs, Céline Romainville et Anne-Stéphanie Rançon, dans un excellent ouvrage sur le droit d'enquête parlementaire, rappellent qu'il s'agit d'un instrument qui éprouve ce lien de confiance entre gouvernement et Parlement sur une question spécifique et qui peut également aboutir à la mise en cause individuelle d'un ministre. Pourquoi accepter le droit d'enquête qui peut aboutir à la mise en cause individuelle d'un ministre et refuser le droit d'interpellation? On peut se poser la question. Alors, je passe ce dernier point pour arriver rapidement là, à la dernière pratique d'exonération que je ne fais que d'évoquer, mais qui est particulièrement intéressante au regard de ces 2 jours de colloque, c'est de dire, dans le chef du ministre, les questions que vous me posez, ce que vous me reprochez relève de ma vie privée. Et là, se pose la question de la responsabilité en dehors de l'exercice, pour des actions en dehors de l'exercice des fonctions ministérielles. Alors, je me contenterai ici de dire qu'il y a en droit constitutionnel certaines balises qui sont posées. Une nouvelle fois, par rapport aux questions parlementaires, il y a des règles d'irrecevabilité. On va considérer que le cas personnel ne peut pas faire l'objet d'une question parlementaire, mais on sait évidemment que cet obstacle est relativement théorique dans la mesure où il est facilement contournable et régulièrement contourné. Pour celles et ceux qui connaissent le cas du Pipigate, vous comprendrez de quoi je parle. Et par ailleurs, comme on l'a vu hier, le Parlement joue un rôle central dans la montée en puissance de l'exigence d'exemplarité. Et là, on voit poindre clairement une tension entre responsabilité politique et contrôle de l'exemplarité, tension qui n'est pas encore complètement appréhendée par le droit constitutionnel. J'en arrive à ma conclusion, elle sera brève, mieux conceptualiser la responsabilité politique. La responsabilité politique individuelle permettra à l'avenir aussi de mieux encadrer les pratiques et permettra pour la doctrine constitutionnelle également de ne pas se laisser enfermer dans des considérations traditionnelles et parfois réductrices sur la responsabilité. Cet enfermement qui peut contribuer à faire de la thèse d'une désagrégation de la responsabilité politique individuelle une prophétie autoréalisatrice. Je terminerai par une citation d'un certain Jean-Michel Blanquer,
en 2000, qui disait « La crise de la responsabilité politique est en premier lieu une crise de la théorie politique. Une théorie constitutionnelle rigoureuse de la responsabilité s'avère donc un passage obligé pour donner satisfaction à un besoin de responsabilité dont acte. » Je vous remercie.